Sandra, on coupe les micros. Ça commence. Alors, donc bienvenue à tous. Les spectateurs sont en train de nous rejoindre. Donc, bienvenue chez Efficience Santé au Travail. Ce mois-ci, c'est un mois dédié à la nutrition. Alors, pourquoi la nutrition? Parce que en tant que service de santé au travail, nous avons évidemment une mission aussi de santé publique et nous nous inscrivons dans un écosystème global pour la santé et la sécurité des salariés et de leurs employeurs, évidemment. Et donc, nous avons décidé de dédier ce mois pour vous donner des conseils sur l'alimentation, sur des bons réflexes à avoir parce que pour éviter évidemment beaucoup de maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, etc. Et plutôt que d'en parler, en fait, on a décidé de vous proposer un atelier en live, un atelier cuisiné équilibré. Donc avec Isabelle de Vaugelas, qui est docteur en pharmacie et diététicienne, Bonjour, et qui va enchantée. nous accompagner tout le long de cet atelier. Et Emeline Bello, qui est infirmière en santé au travail. Bonjour Emeline. Bonjour tout le monde. Et qui répondra à vos questions en direct. Donc pour ce faire, n'hésitez pas tout au long de l'atelier à poser des questions donc via le QR, questions-réponses, ou via le fil de discussion. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine d'Isabelle et je vous laisse en sa compagnie pour cet atelier. Bonjour, merci Natacha pour cette introduction. Je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier. J'adore animer des ateliers cuisine puisque, comme on disait tout à l'heure avec Natacha, on pourrait parler d'alimentation et de santé pendant des heures et des heures et des jours, mais l'idéal et le mieux finalement, c'est de s'y mettre et de faire quelque chose ensemble. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Peut-être juste en introduction, vous rappeler que aujourd'hui sont publiées dans la presse scientifique plus de 10 000 études par mois sur les liens entre l'alimentation et la santé. Donc, quand votre médecin, votre pharmacien, votre service de santé au travail vous donne des conseils autour de ce sujet-là, de l'alimentation pour votre santé, surtout écoutez-les, mettez-les dans un coin de votre tête et essayez le plus possible de les mettre en œuvre parce que c'est véritablement une clé pour prévenir les symptômes, les maladies, les pathologies qui peuvent s'installer, maladies cardiovasculaires, diabète, qui sont vraiment des pathologies du siècle, et véritablement pour vous, pour avoir une bonne énergie, une bonne vitalité, à la fois dans votre travail au quotidien, mais aussi dans vos activités personnelles à la maison avec les enfants, etc. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, pour ne pas être trop longue, c'est de réaliser ensemble ce que j'ai appelé la quiche bretonne. Et vous allez voir pourquoi je l'ai appelée la quiche bretonne et non pas la quiche lorraine, puisqu'on va utiliser une petite astuce qui à la fois va nous permettre de réduire le nombre de calories, qui va nous permettre de proposer une alternative aux personnes qui sont sensibles au gluten, et qui va nous permettre surtout de faire quelque chose d'extrêmement rapide finalement. Donc ça peut se faire, vous allez le voir, en une demi-heure, trois quarts d'heure, vous avez votre quiche bretonne, version bretonne, qui va être faite et qui va être à manger chaude le soir même ou le midi même. Par exemple, aujourd'hui, si vous pouvez la faire en même temps que nous, ou alors réchauffée pour emmener dans une boîte bento au bureau si vous n'avez pas de cantine ou de service de restauration dans votre entreprise. Donc, commençons tout de suite. Je vais vous présenter les ingrédients pour commencer. Donc, le plus simple, franchement, je ne vais pas vous montrer les marques, on n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est d'acheter des galettes de sarrasin. Donc là, c'est un paquet, vous savez, de galettes de sarrasin. Voilà, elles sont fines comme ça. Le sarrasin, c'est donc une pseudo-céréale qui a l'avantage, on parlait déjà, qui n'a pas de gluten, d'accord? Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le blé noir, c'est la même chose. Donc, c'est des galettes qu'on va utiliser. Pourquoi? Pour faire le fond de notre tarte. C'est-à-dire, plutôt que de mettre
un fond de tarte sablé, feuilleté, etc., qui vont quand même être caloriques, riches, et qu'en général, on ne fait pas à la maison. Ça veut dire que les ingrédients qui vont être à l'intérieur, notamment au niveau des matières grasses, on ne sera pas très, très sûr de ce qui est mis. Au moins là, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Il n'y a rien de plus simple. Et surtout, vous allez voir qu'on va l'utiliser brut comme ça pour réaliser le fond de notre quiche. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, des œufs. Je ne vous présente pas les œufs. L'important, par contre, quand vous achetez des œufs, c'est de vérifier que ce soit des poules qui aient été élevées en plein air. Donc, les codes, ça commence par 0 ou par 1. Mais il faut vraiment éviter les œufs de batterie, quoi, parce qu'on sait que les animaux ne sont pas très bien traités et du coup, la qualité de l'œuf que vous allez consommer ne sera pas idéale pour votre santé. Bien sûr, dans une quiche, il y a des œufs, il y a de la crème, mais on va surtout mettre des légumes et beaucoup de légumes. On est là pour faire quelque chose d'équilibré pour notre santé. Donc, rappelez-vous que les légumes, c'est des minéraux, c'est des vitamines, c'est des fibres et c'est de l'eau. Ça veut dire que ça va être finalement peu calorique, c'est-à-dire que ça va vous nourrir sans apporter trop de calories et surtout en apportant les bénéfices dont on a besoin, des fibres et des minéraux. Okay. Donc là, j'avais déjà préparé ce matin, c'est des courgettes que j'ai coupées en bâtonnets et puis des petits champignons de Paris, tout simple. On va en utiliser pour mettre dans la quiche et on fera une belle salade à côté pour composer notre assiette. À la fin, j'enverrai la photo de la réalisation de l'assiette à Natacha de Efficience et elle vous enverra tout ça. Donc ça, c'est les légumes. Du tofu. Alors, je voulais vous montrer le tofu, c'est quoi? Le tofu, c'est du lait de soja. Donc, la base, c'est la graine de soja qui a été coagulé, d'accord? C'est un petit peu, si vous voulez, le fromage blanc végétal. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous imaginez du lait de vache ou de ce que vous voulez, on le met à coaguler, ça vous fait un fromage blanc. Et bien là, c'est le lait de soja, donc qui est végétal, qu'on va mettre à coaguler et qui va nous faire du tofu, ce qu'on appelle le tofu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais l'ouvrir comme ça, vous allez mieux voir. Ça fait en fait un peu comme c'est une texture un peu fromage blanc. Donc, voilà, c'est conservé dans de l'eau. Alors, je vais enlever l'eau pour pas que ça tombe. Voilà. Voilà, ça fait ça. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. D'accord? C'est un peu jelly comme ça. Hein? Donc, c'est conservé dans de l'eau. C'est ce qu'on appelle le tofu soyeux. À ne pas confondre avec le tofu ferme, d'accord? Qui est, lui, encore plus longtemps coagulé et et que vous allez pouvoir couper en dés. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était l'alternative possible pour les végétariens, ceux qui ne veulent pas mettre de poisson dans leur quiche, pas de saumon qu'il soit frais ou fumé, ben vous pourriez tout à fait mettre du tofu fumé en cubes. Alors, donc le tofu ferme, vous voyez, celui-là, je vais pouvoir le prendre dans la main. Ça fait ça, d'accord? Donc, c'est épais de à peu près 2 cm. On va surtout, si on en a besoin, on va l'égoutter, c'est-à-dire l'envelopper dans du papier absorbant et on pourra le couper en petits cubes. Donc, vous pouvez, à la place de ce que j'ai préparé ici, à la place du saumon, moi j'ai pris du fumé parce que j'aime bien le petit goût qui va relever justement nos courgettes, la crème de soja et les champignons. Donc je mets du saumon fumé, mais si vous êtes végétarien et que vous ne voulez pas utiliser de protéines animales, vous avez l'option tofu fumé. Celui-là, il est fumé. Vous avez aussi du tofu ferme comme ça qui n'est pas fumé, mais du coup, ça apporte moins dans notre quiche puisque ça donnera un peu moins de goût. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, je vous ai présenté le tofu soyeux, les légumes. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Petite dernière ci. Quand on fait un appareil, donc pour une quiche, bien sûr, on utilise de la crème. Moi, j'utilise maintenant quasiment exclusivement de la crème végétale, donc de la crème de soja. Vous pourriez aussi utiliser, si vous ne voulez pas trop utiliser de soja pour des raisons personnelles, utiliser de la crème de riz. D'accord? Donc, pourquoi utiliser une crème végétale par rapport à une crème fraîche, par exemple? Quand on veut faire un petit peu attention aux apports en ce qu'on appelle en acides gras saturés, vous savez que pour avoir un équilibre au niveau de notre santé,
on a bien sûr besoin de gras. Il ne s'agit pas du tout d'enlever le gras, bien au contraire, il nous en faut. Mais il faut conserver un équilibre entre ce qu'on appelle les acides gras saturés qui viennent de quoi? Qui viennent de tous les produits animaux. Donc la crème fraîche, ça vient fait à partir du lait, donc c'est un produit animal. Les charcuteries, les viandes rouges, voilà, le beurre, bien sûr, tout ça sont des acides gras qu'on appelle saturés. Donc il en faut, mais il en faut un peu, pas trop. Et les acides gras qu'on appelle insaturés, ils sont soit mono-insaturés, je rentre un peu dans la technique, mais l'huile d'olive, par exemple, qu'on va pouvoir un peu utiliser, une huile d'olive, elle peut être elle est mono-insaturée. Et après, on a des acides gras insaturés. Vous avez sûrement entendu parler des oméga 3, dont on a absolument besoin pour notre santé. Donc, ça veut dire que, pour revenir à ma sauce soja, ma crème soja, c'est pas la sauce soja, c'est de la crème de soja, elle est riche en gras, mais elle est riche en gras insaturés. D'accord? Donc, c'est important de ne pas avoir trop, ce que je vois dans mes patients beaucoup, des viandes rouges, de la charcuterie, du fromage, de la crème fraîche, du beurre. Ça, à un moment donné, ça fait trop. Et des produits industriels qui systématiquement utilisent des acides gras saturés. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus stables dans le temps. Quand vous achetez un produit, vous regardez souvent la date de péremption, la date DLC, la date limite de consommation. Quand on est un industriel, on utilise des acides gras saturés, ben, ça va être beaucoup plus stable, donc il va pouvoir allonger sa date de limite de consommation. Donc quand on fait à la maison, eh ben, on essaye de préserver cet équilibre des acides gras en mettant des acides gras insaturés, comme on a avec cette crème de soja. Voilà. Après, bien sûr, là, je vous ai sorti un petit échantillonnage d'épices. Ça peut être, j'ai mis du thym dans la... Mais voilà, si on aime avec le saumon, ça peut être de l'aneth. Hein. Alors, si vous en avez sur votre balcon, là, on va pouvoir commencer à mettre ça sur les... Ça peut être un mélange pour les salades, ou ça peut être encore de la ciboulette. Alors ça, c'est séché. Bien sûr, quand c'est frais, c'est encore mieux, mais voilà. OK? Et puis, j'ai mis épices. Moi, je sais que je suis une fan absolue du curry. J'adore le curry. D'abord, ça donne une très jolie couleur aux préparations que vous faites. Ça relève aussi vos plats. Donc, voilà, si vous n'aimez pas le curry, vous ne mettez pas de curry, mais vous pouvez en tout cas mettre une épice de votre choix. Et souvent, les gens me demandent, mais je ne connais pas trop les épices, comment on fait, etc. L'idéal, c'est de vous en acheter une et puis vous essayez. Vous en mettez un peu dans des plats différents. Les épices, vous ne pouvez pas vous tromper, ça va avec tout. Donc, vous pouvez en mettre avec du poisson, vous pouvez en mettre avec de la viande, vous pouvez en mettre dans une quiche, comme on va faire aujourd'hui, vous pouvez en mettre dans une omelette, vous pouvez en mettre sur une salade composée. Là, on va commencer à faire des salades fraîches un peu pour le printemps là, qui arrive. Donc, achetez-en une pour pas trop vous tromper, et puis vous en mettez là où vous pensez que vous avez envie d'en mettre. Et puis, de toute façon, ce sera excellent pour la santé. Pourquoi? Parce que les épices sont très riches en antioxydants. Donc, ça limite en fait le vieillissement, c'est-à-dire l'oxydation de notre organisme. Je crois que j'ai tout présenté au niveau des ingrédients. Je vous propose de commencer. Alors, pour commencer, quand vous faites votre quiche, d'abord, vous allumez le four. Comme ça, quand vous aurez fini votre préparation, ce sera direct à enfourner. Donc, j'allume mon four qui est juste à côté de moi. Et il va être sur 200 pour chauffer. Et quand j'enfournerai, je mettrai à 180. OK? Donc, vous allez voir, c'est assez simple hein, finalement. Alors, pour commencer, je vous ai aussi parlé un peu des ustensiles. Alors, pour faire une quiche, vous avez peut-être un traditionnel plat Pyrex en verre comme ça, qui est très bien, hein, ça peut être très bien. Moi, j'aime bien les moules qu'on appelle les Flexipans. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous voyez la marque. Voilà, Flexipans. L'intérêt de ces moules, c'est que justement, je ne sais pas si vous entendez un peu le bruit, ça se démoule extrêmement bien et vous n'avez pas besoin de mettre de corps gras au fond de votre moule. Donc, c'est vrai pour des grands moules comme ça, c'est vrai pour des petites miniatures, des madeleines, tout ce que vous voulez, des cakes, etc. Donc, c'est très facile à utiliser. Donc, je vais plutôt utiliser le grand format aujourd'hui. Mais si vous avez un plat en verre, bien sûr, c'est parfait. Si vous avez un plat en verre, vous allez badigeonner avec un petit pinceau, un petit peu d'huile d'olive pour être sûr que ça n'attache pas. OK? Si je peux me permettre, Isabelle, les Flexipans sont aussi de très bonne qualité en termes de silicone par rapport à des moules qu'on peut trouver bon marché. Donc, certes, on les paye un peu plus cher,
Mais Voilà. c'est un bon budget, mais vous les gardez à vie et surtout, lors de la chauffe, ça ne dégage pas de molécules toxiques comme avec des Merci. qu'on pourrait trouver à 2 euros. Et effectivement, ça se démoule de manière parfaite, sans matière grasse. Ça se lave très, très bien. Et franchement, Exactement. un investissement et vous pourrez même transmettre ça à vos enfants plus tard. Exactement. Et bien, merci du commentaire, mais c'est tout à fait ça. Alors, moi qui ai habité au Japon, je peux vous dire que des moules flexibles, ce n'étaient pas des flexipants, il y en avait beaucoup, mais quand on fait la comparaison avec ce qui venait de Chine, parce qu'en l'occurrence, ça venait de Chine, en termes de qualité, rien à voir. Donc, préserver la qualité, comme dit Emeline, les flexipants, c'est plus cher, mais rien à voir en qualité, rien à voir par rapport aux autres en termes de qualité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller installer, mais je vais prendre 3 galettes que je vais un petit peu superposer pour que ça prenne tout l'espace de mon moule. Donc, vous voyez, j'en mets une comme ça qui déborde un petit peu. J'en mets une autre qui va déborder un petit peu de l'autre côté pour que ça fasse les bords, en fait. Et puis, j'en mets une troisième qui va venir là. Voilà. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les 3 vont faire les bords de mes... voilà. Puis, au milieu, ça se superpose, évidemment. OK? Donc, vous voyez qu'en termes de... C'est archi simple. Ça veut dire que si votre quiche, elle est pour 6 personnes, eh ben, chaque personne a à peu près une demi-galette, puisqu'on a 3 galettes pour 6. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très peu en termes de quantité. Après, je vais faire mon appareil. Alors, ce qu'on peut peut-être faire pour démarrer, c'est faire cuire nos courgettes un petit peu à la vapeur. Et là, je voulais vous montrer le plus petit cuit-vapeur du monde. Je le présente comme ça à mes patients. Parce qu'on a tous, enfin, ou souvent les gens, quand je leur dis, vous savez, le meilleur moyen pour cuire les légumes, et d'ailleurs tous les aliments, hein, c'est vrai pour le poulet, c'est vrai pour les poissons, c'est même vrai pour les fruits, la cuisson vapeur, alors il faut là aussi changer son paradigme. Avant, la cuisson vapeur, c'était triste. Quand on disait aux gens la cuisson vapeur, tout de suite, on voyait les têtes qui s'effondraient. Oh non, pas ça. En fait, la cuisson vapeur, c'est juste une étape dans la préparation des aliments. Et après, bien sûr, on va aller mettre des bonnes huiles, des herbes, des épices, une petite sauce qui va faire que votre plat, il va avoir un goût fantastique. Mais la cuisson vapeur, elle a le gros avantage, en ayant une température inférieure à 95 degrés au niveau de la vapeur, vos aliments vont être préservés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être altérés. Donc, si vous achetez des produits de qualité, alors bio si vous pouvez, mais si ce n'est pas bio, ce n'est pas grave. Si c'est sur le marché, chez des petits producteurs où vous savez comment ils travaillent, vous allez avoir des produits qui vont avoir du goût. Je parle des fruits et des légumes. Une méthode de cuisson, la vapeur. Je mets ma bouilloire comme ça va se faire. Et ensuite, à la vapeur, donc ça, le plus petit cuit-vapeur du monde, c'est ce qu'on appelle une marguerite. Donc, vous pouvez la mettre, donc, je ne sais pas si vous voyez le diamètre, ça, c'est tout petit, hein, ça fait 15 cm, je crois. Donc, dans votre plus petite casserole. Et si vous avez du monde à la maison, les enfants sont venus avec les copains, etc., et là, vous avez un diamètre qui est beaucoup plus grand. Donc, ça veut dire qu'en termes de surface, par rapport à la casserole, vous allez pouvoir mettre beaucoup d'aliments. Là, je vais avoir juste 200 grammes de courgettes, donc ça va tenir dans cette forme-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais bouillir mon eau à la bouilloire pour aller plus vite. Je mets de l'eau au fond de ma casserole. Je pose ma marguerite au fond de la casserole avec l'eau qui affleure et je vais remplir avec mes courgettes. Ça y est, l'eau est chaude. Hop. Donc, vous voyez, oui. Je mets mon eau au fond. Voilà, c'est l'épaisseur, enfin la hauteur des pieds à peu près. Encore un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre mes courgettes. Donc les courgettes, je les ai coupées en bâtonnets. Voilà. Parce que si vous les râpez, ça fait beaucoup d'eau après. Donc là, je mets mes courgettes et je vais les mettre à cuire à la vapeur le temps de préparer l'appareil. C'est une façon aussi très sympa, finalement, de faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils s'en aperçoivent trop.
Parce que parfois, on a un peu de mal, n'est-ce pas? On connaît tout le sujet. Donc voilà, mes petites courgettes. Donc le couvercle, bien sûr, dessus. Et je mets ça sur mon feu. Hop. Voilà. Donc je mets ça sur mon feu. J'allume. Hop. Voilà, ça cuit assez vite, hein, les courgettes, surtout quand elles sont coupées en petits morceaux comme ça. L'eau est déjà chaude, donc ça devrait aller assez vite. Voilà. OK? Donc, je reviens ici. Et donc là, maintenant, on va préparer l'appareil. Donc, on va commencer par casser les œufs. Donc, j'ai voilà, juste un saladier, une cuillère magique hein, qui permet de tourner. Voilà. Voilà, je mets 4 œufs. Ça suffit, 4 œufs, parce qu'on a quand même encore un peu de saumon fumé et aussi du soja qui est aussi protéiné. Voilà, je mets mes œufs. Je vais ajouter le tofu soyeux. Donc ça, c'est 125 grammes. Je prends juste une petite cuillère. Donc, j'en profite juste pour dire qu'on a des questions un peu spécifiques hein, auxquelles évidemment on répondra Oui. après la recette. Et puis aussi, donc, vous recevrez tous un email avec la recette et puis l'assiette équilibrée parce que là, Isabelle est en train de dire effectivement 4 œufs, le saumon, ça fait assez de protéines. Enfin voilà, on verra après Ouais. effectivement que pour une assiette idéale hein, et équilibrée qui vous amène tout ce dont vous avez besoin, il y a une petite équation très simple. Ah Et oui, puis, très simple. moi, j'avais une question. On parle beaucoup de manger des légumes, 5 fruits et légumes par jour. Je voudrais juste vous demander pourquoi, en fait, concrètement, est-ce qu'on peut dire aux gens pourquoi on doit manger des légumes et des fruits avec des fibres et tout ça? C'est hyper important. Merci pour la question. Les fruits et les légumes, c'est hyper important. On dit 5 fruits et légumes par jour. Alors, pour être plus clair, c'est midi et soir, la moitié de son assiette en légumes. Ça veut dire que c'est minimum 200 grammes de légumes midi et soir. Ça peut être des légumes cuits, ça peut être sous forme de soupe, ça peut être une purée, ça peut être une salade. C'est bien d'avoir une portion de crudité au moins par jour. Donc c'est vrai, moi je vois en tout cas avec les gens qui travaillent, puisqu'on est dans ce cadre-là avec Efficience, de profiter souvent des buffets des entreprises pour consommer une crudité, c'est quand même assez intéressant, une crudité de midi, et du coup le soir on peut avoir un légume cuit par exemple, ce qui n'empêche pas de reprendre une crudité, une salade ou peu importe. Hein. Mais donc ça c'est 200 grammes midi, 200 grammes soir de légumes, et c'est minimum un fruit par jour. D'accord? Donc, ça nous fait nos 5 portions finalement de fruits et de légumes par jour, c'est-à-dire 500 grammes, hein, pour être un peu clair. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, pourquoi les fruits et légumes sont importants? D'abord parce qu'ils apportent des fibres. Les fibres, c'est essentiel pour, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'écosystème intestinal. C'est essentiel pour nos intestins. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire, 70% de nos cellules sont dans sont dans le microbiote finalement, sont dans le système intestinal. Donc, les fibres, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent nourrir en fait cette flore intestinale. La flore intestinale, c'est quoi? C'est des bactéries qu'on a dans notre intestin et qui font tout le boulot de la digestion, hein, qui permettent de fabriquer des vitamines aussi. Donc voilà, si, comme j'ai vu là, il n'y a pas tellement longtemps, un patient qui détestait les légumes, qui n'en avait jamais mangé de sa vie, il avait enfin décidé de changer son fusil d'épaule, a décidé, et je lui ai expliqué, voilà, c'est juste essentiel pour notre santé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne mange pas de fruits et légumes, il s'expose véritablement à quoi? Aujourd'hui, il y a des corrélations qui existent avec des pathologies voilà, très ennuyeuses au niveau des intestins. Je ne veux pas vous... Voilà, mais en tout cas, des grosses maladies au niveau des intestins. Au niveau de l'immunité, ce n'est pas bon, parce que du coup, on a une flore intestinale qui est appauvrie, et ce n'est pas bien d'avoir une flore intestinale appauvrie en termes de variété, d'accord, et en termes de quantité. Pour vous donner une idée, on a à peu près 2 kilos de bactéries dans nos intestins. D'accord? Donc, ce n'est pas rien.
Et ce n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que ça fait un job et ces bactéries, il faut les nourrir. D'accord ? Donc, les fibres des fruits et des légumes sont là pour nourrir cette flore intestinale. Et puis aussi, on l'a dit tout à l'heure, les fruits et les légumes, c'est des vitamines. Voilà, c'est des vitamines, c'est des minéraux qui sont indispensables à notre organisme. C'est-à-dire que notre organisme, finalement, c'est une espèce de grande machinerie. Et pour que cette machinerie fonctionne au mieux, elle a besoin de protéines, vous connaissez ça, des lipides, du gras, des glucides, les sucres, les céréales, de l'énergie. Ça, c'est l'apport calorique de mon assiette, mais elle a aussi besoin de toute la part non énergétique que sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les fibres, les acides gras essentiels, on a parlé des oméga 3, et des probiotiques. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que moi, je fais de la micronutrition. Alors, c'est pas que je fais à manger des petites choses aux patients, mais la micronutrition, c'est justement la dimension de la nutrition qui s'occupe de cette partie-là aussi, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments, en équilibre, en fonction de chacun, en fonction des besoins de chacun, pour que la machinerie de l'organisme fonctionne au mieux et qu'on ait la bonne santé, la bonne vitalité pour faire tout ce qu'on a à faire dans la journée, le travail, les amis, la famille, etc. Voilà, les fruits et les légumes. J'étais un peu longue dans la réponse. Je rajouterais également que ça apporte aussi une partie non négligeable de notre hydratation. Oui, absolument. On a besoin. Voilà, on est composé à 75% d'eau, c'est pas rien non plus. Et une grande partie est apportée par réalimentation, dont les fruits et légumes. Quand on parle d'hydratation, du coup, j'en profite également. Le corps n'a besoin que d'eau, en théorie. On peut très bien, pour sortir un peu du quotidien, agrémenter notre eau avec des tranches de fruits, par exemple, de l'orange, du kiwi, du citron, ça passe très bien, c'est très désaltérant. On peut également ajouter des fruits entiers, de la menthe, etc. Mais il faut être très vigilant à l'apport de sucre. Les boissons sucrées, ce sont vraiment, dont les sodas, des bombes à diabète. Dans quelques années, surpoids, obésité, etc. Donc, une consommation occasionnelle passe très, très bien, mais il ne faut pas que ça rentre dans le quotidien. Par exemple, on a mis aussi, outre l'excès de poids, diabète, etc., on a mis en avant d'autres effets délétères des boissons sucrées. C'est l'ostéoporose chez les consommateurs quotidiens de boissons sucrées. Donc, chez les jeunes femmes aux États-Unis, ils ont mis en avant ça. Donc, les jeunes filles étaient plus sujettes aux fractures que celles qui ne buvaient pas de soda. Donc, et il y a plein de conséquences dont on se doute, mais dont on n'a pas encore les preuves scientifiques. Donc, voilà, vraiment que de au quotidien, ça, c'est très important. Merci beaucoup, Emeline. Du coup, je crois que Isabelle, vous avez fait de petites choses entre-temps. Voilà, alors entre-temps, donc j'avais cassé les œufs, j'avais mis le tofu soyeux, j'ai mis les 100 ml de crème de soja que j'ai versé aussi dedans. J'ai mis 1-2 petites pincées de curry. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Je ne voudrais pas mettre par terre. Penche peut-être un petit peu plus. Ouais, c'est un peu difficile parce que. Alors, attendez. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Et j'ai mis un petit peu de danette. Voilà. Et là, j'étais en train de découper le saumon pour pouvoir aller le dispatcher. OK? Les épices qui sont aussi une bonne astuce pour éviter d'ajouter trop de sel dans nos plats. Absolument. Ça donne du goût et ça permet, c'est souvent très sain, comme avait dit Isabelle,
ça apporte beaucoup d'oligo-éléments, pardon. Par exemple, du persil aussi, hein, notamment pour les femmes hein, qui ont tendance à être plus anémiées que la moyenne. Du persil qui a un bon apport de fer. Donc, ça permet d'agrémenter les salades tout en ayant un rôle nutritionnel non négligeable. J'en profite par rapport à l'hydratation pour compléter. Souvent, les patients n'aiment pas boire de l'eau et disent ah non, mais alors de l'eau, oh là là. Et alors, on a parlé, oui, de mettre des tranches de fruits, etc. Souvent, ils disent bah, alors, je vais prendre une tisane. Il faut juste être vigilant par rapport aux tisanes, quel type de tisane. Parce que le problème, c'est que ça peut favoriser l'élimination et ça deviendrait contre-productif parce que finalement, on va finir par se déshydrater. Donc, il faut se souvenir que, comme l'a dit Emeline, les fruits et les légumes sont aussi source d'eau, c'est absolument, et qu'on a besoin de boire en plus à peu près 1,5 litre, voire 2 litres d'eau en fonction de son activité physique, et que c'est vraiment de l'eau, c'est-à-dire de l'eau pure. Même si on a mis une petite tranche de citron, ça ne viendra pas stimuler l'élimination. Donc voilà, il faut juste faire aussi un petit peu attention à ça. Voilà, donc j'ai coupé mon petit saumon. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir assembler le tout. Donc je vais dispatcher mes courgettes. Je vais mettre, voilà, avec une cuillère. Vous voyez là, oui. Donc, quand vous avez un moule qui est souple, n'oubliez pas de mettre sur une plaque parce que sinon, avec l'appareil, ça va être difficile à bouger pour mettre dans votre four. Voilà. Isabelle, est-ce que c'est un plat que tu peux congeler facilement pour préparer en avance Alors franchement, j'ai déjà essayé, mais je trouve que c'est pas bon. Ouais. Bah, justement pour les questions de l'eau, c'est-à-dire que ça la gorge d'eau finalement. Et ça perd un peu de son goût, je trouve. Donc comme c'est facile à faire, c'est pour ça que je dis, on peut la garder jusqu'au lendemain. On peut même, bon, il y a des œufs, hein, donc on ne peut pas la garder éternellement dans son frigo, mais on peut la garder 1 ou 2 jours dans son frigidaire pour la consommer en bento, la réchauffer, pourquoi pas. Mais la congeler, franchement, j'avais essayé et je trouve que c'est pas bon. Alors, comme c'est facile à faire, j'encourage plutôt à le faire un peu. Voilà. Après, je répartis pour que ce soit joli mon saumon. Après, il y a des boîtes. Hein, moi, j'ai fait pas mal de live là-dessus avec. Il y a des boîtes qui conservent sans oxygène, sous vide. Et là, c'est super. On peut garder très longtemps des préparations. Hein. Ça, c'est vraiment super. Mais bon, si on ne l'a pas, voilà. Bon, elle se fait assez rapidement quand même, facilement. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, ça y est revenu, pour l'hydratation, comment savoir qu'on boit suffisamment? Parce qu'en fait, chacun a son métabolisme, chacun a son niveau d'activité physique. Celui qui fait 3 km pour aller prendre son métro ou qui court après le bus régulièrement, etc., il va avoir une consommation différente de celui qui passe de la voiture au bureau, etc. Donc, un des bons signes à connaître pour savoir si on a une bonne hydratation, c'est la couleur de vos urines. Alors, le matin, pas la première urine du matin, mais dans la matinée et même après dans la journée. C'est-à-dire, si vos urines sont très foncées, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau, bien sûr. Si vos urines sont claires et que vous les voyez en tout cas s'éclaircir, ça veut dire que vous êtes suffisamment hydraté. Et pour revenir sur ce que disait Emeline, sur les boissons sucrées, c'est absolument vrai sur l'ostéoporose. C'est tout le problème de l'acidification de l'organisme. Et le sucre, c'est hyper acidifiant. Et tout ce qui va être acidifiant par rapport à l'équilibre acido-basique, ça va avoir, si on a une prédisposition d'ostéoporose, notamment à un moment donné avec la ménopause pour les femmes, mais ça peut être aussi pour les hommes, ou des styles de vie très stressés qui sont aussi acidifiants, ça risque d'avoir un impact sur la qualité de vos os avec l'âge. Or, comme aujourd'hui, on a la chance de vieillir beaucoup plus
de vivre beaucoup plus longtemps, d'être. Il faut faire vraiment attention à ce sujet-là, c'est pas du tout anodin. Donc, regardez, sans l'appareil, c'est joli. Du verre, des légumes, du saumon fumé, ça sent déjà bon d'ici. Et là-dessus, je vais mettre mon appareil. J'enfourne. C'est pas très compliqué. Alors, j'ai pas rajouté de sel, comme a dit Emeline. Pourquoi? Parce que je trouve que le saumon fumé, c'est déjà salé. Donc, j'ai pas jugé utile de rajouter du sel. Et moi, c'est vrai que je préfère toujours utiliser des épices. Donc, voilà, j'ai mis du curry. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être expliquer pourquoi excès de sel est nocif pour la santé, puisqu'on en parle, et peut-être que des gens se posent. Oui, très bien. Alors, hop. Le sel, c'est quoi? C'est du sodium, hein, c'est un minéral hein, dont on a besoin. Excuse-moi, Emeline, juste je peux. Vas-y. Voilà, c'était juste vous montrer et j'enfourne. Comme ça, bon, on n'aura peut-être pas le temps de la montrer finie d'ici midi et demi, mais c'est juste pour vous montrer que ça y est, c'est fait. Donc, ça nous a pris 20 minutes hein, à faire. Hein. Voilà. C'est juste pour vous Tu montrer ça, enfournes à pardon. combien? J'enfourne à 180. D'accord. D'accord? 180, 30 minutes. Donc, elle sera prête à moins 25. OK? Merci, je te laisse parler. Excuse-moi. T'en prie, pas de souci. Oui, donc sodium est essentiel, on en a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme, hein, mais comme tout, il faut un équilibre, il faut une moyenne. Hein, et excès de sel, qu'est-ce que ça peut provoquer? On entend souvent dire que ça peut provoquer de l'hypertension, un excès de tension artérielle. Pourquoi? En fait, le sel, il va chimiquement, hein, il va attirer l'eau. Donc, trop de sel au niveau de notre sang va faire qu'on va conserver l'eau au niveau du sang. Donc, trop de volume au niveau du sang va faire qu'il y aura trop de pression au niveau des artères. C'est comme un tuyau d'arrosage. Hein. Les artères, c'est vraiment de la tuyauterie. Donc, qui dit trop de pression, au bout d'un moment, les artères, c'est quand même des tuyaux, on va dire, assez élastiques. Mais au fur et à mesure du temps, si vous avez beaucoup de pression artérielle, c'est très insidieux, mais au bout d'un certain temps, la pression artérielle fait que ça va abîmer nos artères et il peut y avoir des risques de rupture de certains vaisseaux. Donc, d'où le risque d'accident vasculaire cérébral hein, si ça se passe au niveau de vaisseaux, au niveau de la tête, au risque d'infarctus hein, si c'est au niveau cardiaque, etc. Donc voilà, c'est vraiment la raison principale, sans rentrer dans d'autres détails, pour laquelle il faut vraiment faire attention à la consommation de sel. Et aussi, insidieusement, le sel appelle le sel. Donc, c'est vrai que plus on a tendance à consommer salé, plus on a du mal à s'en défaire. Un peu comme le sucre, on est sur une recette salée faite par Isabelle. On n'a pas encore parlé de dessert. Mais c'est vrai que le sucre, on met en évidence un pouvoir addictif du sucre, au même titre que d'autres produits comme l'alcool, comme le tabac, comme la cocaïne. Et on a mis en évidence que ça avait le même pouvoir addictogène que la cocaïne. C'est-à-dire, on a du plaisir à consommer du sucre, mais parfois on a du mal on n'a plus la liberté de dire stop, je m'arrête là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis récemment en évidence, mais qui est essentiel, qui va faire partie
de notre équilibre alimentaire. Donc, il faut avoir cette notion. C'est jamais aussi simple. C'est pour ça que quand on parle de régime, c'est plus du tout d'actualité. On parle d'équilibre alimentaire et régime qui vont vous supprimer soit toutes vos protéines ou soit en l'occurrence tout le sucre. Ce sera totalement contre-productif pour la suite, puisqu'après vous aurez un manque que vous allez récompenser derrière et vous allez entrer dans un cercle vicieux. Oui, Alors là, ouais. Non, justement, peu... oui, pour rebondir, peut-être que vous pouvez nous présenter du coup qu'est-ce que c'est une assiette équilibrée quand on parle d'équilibre alimentaire, quoi faire pour éviter les régimes en fait. Voilà. Alors, comme dit Evelyne, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de patients qui viennent me voir autour des questions de poids, pas uniquement, mais souvent autour des questions de poids. Et c'est vrai que quand ça peut être des personnes jeunes, hein, qui déjà très jeunes ont fait beaucoup de régimes. Et c'est vrai que le problème n'est jamais réglé. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les régimes restrictifs, c'est-à-dire ceux où on supprime des catégories d'aliments, où c'est extrêmement sévère, j'ai envie de dire, ne font que provoquer une reprise de poids. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les études ont montré que faire des régimes, ça fait prendre du poids. C'est quand même le paradoxe majeur. Donc, la seule issue possible, et c'est pour ça que moi, je fais du coaching, c'est-à-dire de l'accompagnement dans le temps pour que les gens apprennent à changer leurs habitudes. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile finalement. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'encourager les gens à changer des choses qu'ils faisaient par réflexe, du fait de l'éducation, du fait du rythme de vie, du fait de plein de bonnes raisons, bien sûr. On va essayer de leur faire changer ces habitudes. Donc, on parle du sel, on parle de l'hydratation, on parle des habitudes qui ont été ancrées justement à cause des régimes restrictifs. Je ne mange plus ça parce qu'on m'a dit que... Donc, c'est une espèce de rééducation alimentaire. Pourquoi? Pour faire en sorte que... On a dit que notre organisme avait besoin de beaucoup de choses, des protéines, des lipides, des glucides, des minéraux, des fibres, des probiotiques, etc. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que d'avoir une assiette équilibrée. Donc, du coup, il n'y a pas d'autre alternative que d'apprendre à manger un peu de tout. Il ne s'agit pas de manger des choses qu'on n'aime pas, mais dans chacune des catégories, l'effort qu'on doit faire, en tout cas moi que je fais avec les patients, c'est d'aller voir ensemble quels sont les types d'aliments qu'ils aiment au sein des différentes catégories et du coup les mettre en musique et leur faire faire une belle assiette pour qu'ils trouvent du plaisir, parce que sans plaisir, là aussi on arrête, on se détourne du sujet et là à nouveau on retombe dans ces travers, puisque on dit que pour changer une habitude il faut 3 semaines, pour retrouver une ancienne habitude il faut 3 jours. Donc ça donne un peu une idée du temps nécessaire. Alors Natacha va vous envoyer, une fois qu'on aura terminé l'atelier, un petit... Alors, ce n'est pas cette forme-là, parce que je crois que vous l'avez remise en forme, mais moi, ce que j'appelle l'assiette zen, c'est tout simple. Hein. Franchement, là, en rond, vous avez la figuration de l'assiette. Vous avez en bas la moitié, ce que j'ai fait ici, hein, j'ai essayé de vous la recomposer. Voilà, la moitié, donc là aussi, je vais baisser, hop. La moitié de l'assiette, j'ai mis des légumes. Donc, j'ai mis une petite salade mâche roquette et j'ai coupé des petits champignons de Paris crus. Si vous avez envie de les poêler, vous pourriez les poêler aussi. Et puis là, je vais mettre finalement ma quiche, parce que la quiche, elle contient quoi? Elle contient les protéines. Donc, c'est ce qu'on montre dans l'assiette. Attendez, je vais relever. Hop. C'est ce qu'on montre dans l'assiette équilibrée. Donc, on a dit les légumes. Ici, les protéines. Donc, elles peuvent être animales, du poisson, du poulet, des œufs ou végétales, le tofu, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, un petit peu de féculents, du riz, des pommes de terre, du maïs, des légumes secs, qui sont aussi dans cette catégorie-là. Enfin, elles sont un peu dans les deux catégories, les légumes secs. Donc, en fonction des végétariens, on en parle après. Mais voilà, c'est ça l'assiette équilibrée. Et puis, tous les petits à côté que je vous ai mis dans des petites bulles à côté, c'est de veiller à la qualité, de veiller à ce qu'on a dit sur le sel, donc mettre des épices, mettre des herbes qui vont donner du goût, qui vont vous apporter les antioxydants. Par rapport au sel, on a fait une émission avec Ce n'est toujours pas sorcier, une émission qui était réservée aux enfants, sur le thème du sel. Il est en replay, alors je ne sais plus sur quelle chaîne, peu importe, mais c'est très intéressant parce qu'ils font vraiment tout l'historique du sel, où est-ce qu'on le trouve, quel type de pathologie ça peut apporter quand on n'a pas de sel dans son alimentation. Quand on en a trop, on fait une recette. Donc, j'explique que justement,
On peut retirer du sel en mettant des épices et là, on aura du goût. Enfin, leur émission est assez bien faite. Et c'est vrai que Émeline a raison de le souligner, c'est un vrai sujet. Le sel, pour vous ayez une idée, c'est 6 grammes de sel, les recommandations par jour. Alors, quand on met du sel dans une petite coupelle, 6 grammes, ça paraît beaucoup, mais il faut penser que beaucoup d'aliments qu'on achète peut-être déjà transformés, mais il y a déjà du sel dedans. Donc, voilà, il faut veiller à ne pas rajouter de sel. Et je voulais vous montrer une petite chose. Vous savez, il y a des gens qui, dans leur assiette, ils n'ont pas goûté que déjà, ils ont la salière à la main. Alors, premièrement, et c'est vrai que dans les restaurants d'entreprise, on a enlevé les salières des tables. Vous sont distribués 1 gramme de sel dans des petits sachets, donc à la demande. Donc, ça veut dire que déjà, il n'y a pas l'automatisme de la salière. Et en produits santé, j'ai envie de dire, il existe un, je ne sais pas si vous connaissez le Gomasio. Le Gomasio. Le Gomasio, c'est quoi? C'est un mélange de sel et de graines de sésame. Et du coup, pour les gens qui ont la pincée un peu automatique, ça permet, quand vous faites une pincée, de mettre déjà moitié moins de sel. Et puis, le sésame, c'est aussi riche en fibres, en sélénium, en antioxydants. Donc, c'est aussi un apport santé, finalement, qui nous permet de limiter le sel et d'avoir des antioxydants, des minéraux, du sélénium en plus. Donc, voilà, ça peut être vraiment très intéressant. Le Gomasio. Donc, ça se vend dans les magasins bio. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les huiles. Alors, les huiles, je peux vous expliquer un petit peu les huiles. Les huiles, il faut toujours les prendre. Alors, je peux vous montrer. Alors, moi, j'ai beaucoup d'huiles différentes. Donc, il y a plein de marques. Il faut toujours les prendre. Voilà, première pression à froid. Pourquoi? Parce que la graine, en fait, qui va être pressée, si c'est à froid, ça veut dire que ça n'aura pas été chauffé. Et quand on chauffe la graine pour extraire finalement plus d'huile, eh bien, on altère la qualité des acides gras qu'on veut extraire. Donc, une huile qui est extraite à froid, c'est toujours mieux que non extraite à froid. Si ce n'est pas écrit, ça veut dire que ça a été chauffé, c'est évident. Donc, le mélange santé des huiles, quand vous faites par exemple votre petite vinaigrette pour la salade à côté de votre quiche, ce sera bien de faire moitié huile de colza, d'accord, moitié colza parce que c'est très riche en oméga 3 et on en a besoin, et moitié huile d'olive. Alors là, moi, j'ai une huile d'olive de Grèce, donc voilà. Vous voyez, extra virgin oil aussi. Donc voilà, c'est une huile d'olive absolument délicieuse que j'adore. Donc voilà, donc ma vinaigrette, elle sera faite avec ces 2 huiles-là. Sur les huiles, les herbes et les épices, on en a parlé. Cuisson vapeur, on en a parlé. La marguerite, vous en trouvez sur les marchés. Vous savez, les gens qui vendent des couteaux, les ustensiles de cuisine, vous en trouvez dans les magasins bio, ils en vendent beaucoup. Vous en trouvez dans les magasins spécialisés dans l'article de cuisine. Voilà, tout ça, c'est facile à trouver. Et puis, bio ou pas bio, je ne veux pas faire l'article. Aujourd'hui, chacun se fait son opinion sur le bio ou pas bio. C'est vrai que ça peut être plus cher. Et hélas, aujourd'hui, ça peut être même beaucoup plus cher. Donc là, il faut que vous fassiez une cote mal taillée avec les moyens à disposition et effectivement les effets santé. Juste rajouter un petit point. Quand vous faites quand vous achetez par exemple du pain bio ou du pain complet ou des pâtes complètes ou du riz complet, ce qu'il faut savoir, ça vous aidera à faire vos choix, c'est que la graine de la céréale, quand c'est blanc, c'est que vous avez que l'amande, d'accord? Ça veut dire qu'elle est dépourvue de son écorce au niveau du grain. Quand vous achetez du riz complet, du blé complet, voilà, c'est que le grain est associé avec les enveloppes de l'amande. Et c'est ça qui fait que c'est complet, c'est-à-dire que vous avez tout le grain, d'accord? Le problème de pourquoi c'est mieux d'acheter bio quand c'est complet, c'est que quand il y a des produits phytosanitaires, comme on dit très élégamment, c'est-à-dire des pesticides, ils se fixent sur les enveloppes des céréales. Donc, du coup, en voulant manger santé en prenant du complet, si ce n'est pas bio, on a aussi le produit phytosanitaire, c'est-à-dire le pesticide. Donc, voilà, il faut trouver le bon équilibre. J'ai fini. Non, mais c'est passionnant. Alors, on a quelques questions. Du coup, juste avant ça, je vais vous demander, la cuisson, c'est combien de temps? C'est 30 minutes. Ok, 30 minutes. Et donc, je voulais que aussi... je vous montre comment ça fait déjà au bout de 20 minutes, là, un petit quart d'heure? Ah bah oui, parce que en fait, je voulais rappeler aussi
qu'on a un concours sur Instagram. Donc, toutes les personnes qui ont fait la quiche ou qui vont la faire, cette quiche bretonne, peuvent poster leurs photos. Alors, je vais juste partager l'écran. Peuvent poster leurs photos sur Instagram et pour gagner un livre Cuisiner équilibré. Donc, un de vos livres, voilà, Cuisine quotidienne. Donc, alors attendez, parce que, hop, est-ce que vous voyez l'écran là ou pas? C'est en train de. Il y a la petite roue qui tourne. Ah, À commencer le partage d'écran. du coup, sinon c'est pas très grave. Donc, c'est sûr. Hop. Moi, Ah. ça cherche. Donc, c'est pas grave, c'est sur Instagram. Donc, c'est Le nom de la page Instagram, c'est quoi? Santé, bien-être, travail. Voilà. Donc, santé, Voilà. bien-être, travail. Et donc, si vous postez la photo de votre recette, vous pouvez gagner un livre. Et donc, maintenant, Regardez, déjà au waouh. bout d'un petit quart d'heure. Je vais vous dire que ça sent bon. Hein. Pas mal. Voilà, je la remets au four. Hein. Alors, on va commencer avec les questions. Ouais. Donc, la première question qu'on avait eue, hein, elle est très spécifique, c'est avez-vous des conseils de nutrition pour les maladies auto-immunes et plus particulièrement pour une arthrite chronique juvénile? Oula. Là, c'est un peu délicat. Ouais. Alors juste, Alors, je vais faire une réponse un peu globale et puis comme ça, en fait, pour toutes ces pathologies, les pathologies auto-immunes notamment, il y a une alimentation qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire qui est d'une efficacité redoutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'empêche pas la nécessité de prendre les médicaments. Je suis quand même pharmacien. Donc, il ne faut surtout pas arrêter les traitements qui sont donnés par vos médecins. Ça, c'est le premièrement. Par contre, ce qu'il faut savoir, on disait au début pour commencer le lien entre l'alimentation et la santé, c'est qu'il y a des alimentations, notamment celles riches en acides gras saturés, dont on a parlé, qui sont pro-inflammatoires. C'est-à-dire que ça va faire flamber la maladie. Donc, si avec mon alimentation et mon style de vie, j'arrive à... Donc, il y a un style de vie, il y a le stress, il y a l'alimentation et il y a l'activité physique. Si en combinant tout ça, je peux déjà faire descendre le niveau inflammatoire, ma pathologie auto-immune, je ne vais pas du tout la vivre de la même façon. Et peut-être, je dis peut-être, que les doses de médicaments seront révisées à la baisse. D'accord? Donc oui, il existe des types d'alimentation qui peuvent réduire, en tout cas qui peuvent être indiqués dans ce genre de pathologie. et alors, on a une question qui est corrélée, et Ouais, Emeline, n'hésitez pas à répondre aussi. Le sucre engendre-t-il une augmentation du syndrome inflammatoire? absolument. Ah oui. Le sucre, c'est pro-inflammatoire. Donc, comme a dit Emeline, les boissons sucrées, les desserts, alors pas un fruit, hein, mais les desserts de pâtisserie. Moi, des fois, je regarde des livres anciens de pâtisserie. Vous voyez les doses de sucre qu'ils mettaient. Quand même, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même fait un saut, un saut quantique sur la question du sucre. Il y avait dans des gâteaux pour 6 personnes, il y avait 200 grammes de sucre, 250 grammes de sucre. Aujourd'hui, si vous mettez 80 grammes, 70 grammes de sucre, c'est le bout du monde. Donc oui, le sucre, c'est pro-inflammatoire. Donc il faut savoir ce qu'on consomme et il faut savoir l'analyser. Et c'est vrai ce qu'a dit Emeline. Vous avez peut-être vu ces études, parce qu'il y a pas mal d'émissions santé maintenant, et notamment autour du sujet du sucre. C'était il n'y a pas tellement longtemps, je crois, c'était la semaine dernière. Dans un laboratoire, ils mettaient des souris, ils mettaient dans une petite écuelle de la cocaïne et dans une autre du sucre. Les souris, elles se battaient pour le sucre. Hein. Elles ne se battaient pas pour la cocaïne. Donc, ça vous donne un peu une idée du sujet du sucre. Quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est une addiction. Il y a aussi une Natasha Campbell, le même prénom que vous, Natasha. Natasha Campbell, qui était une psy à Londres, qui avait ouvert une consultation pour les addictions aux drogues. Donc les drogues, on connaît tous. Bon. Et au fur et à mesure de la notoriété de sa consultation à l'hôpital, elle a vu arriver des gens qui ne consommaient pas des drogues, mais qui avaient des problèmes alimentaires de surpoids, notamment autour du sucre. Et elle s'est aperçue, en faisant des IRM au niveau du cerveau, que finalement le sucre allait stimuler exactement les mêmes zones du cerveau que les drogues dures. Alors, attention, si je mange un petit brownie parce que je passe une après-midi avec une amie et qu'on prend un thé ensemble, je ne suis pas addict au sucre. Mais il y a des gens qui, par leur comportement, ont bien compris et décelé qu'il
dès qu'il se passe quelque chose, le sucre les calme. Et c'est là où il faut oui, être vigilant. Et oui, c'est pro-inflammatoire le sucre, en tout cas, pour répondre à la question. On a une autre question. Avez-vous des conseils pour les personnes qui sont en prédiabète avec des problèmes endocriniens? Ah ben oui. Donc, prédiabète, il y a l'alimentation qu'il faut revoir pour, en fonction d'où est la personne, réduire les apports. Souvent, quand il est nécessaire de réduire les apports en féculents, en sucre rapide, voire en fruits, hein, le patient, je vous parlais tout à l'heure, il savait que c'était très important de manger des fruits et légumes, donc il déteste les légumes, donc il mangeait 6 fruits à chacun des repas principaux. Il était à 12 fruits par jour. Donc là, bien sûr qu'il faut réduire, parce que je dis, vous allez vous faire un diabète sans tarder. Donc il faut voir où en est la personne pour réduire les apports en glucides. Les glucides, c'est dans les céréales, donc tout ce qui est féculent, le riz, les pâtes, les wraps, les quiches, voilà, tout ce qui est à une céréale. Tous les produits sucrés, confitures, boissons sucrées, les jus, les desserts et les sucres cachés, il faut regarder où on en est. Les fruits, parce que les fruits, c'est aussi important. Si j'en mange trop, hein, si je mange un fruit par jour, bien sûr, c'est très bien. Donc, regardez où elle en est. Ensuite, il faut absolument développer une activité physique. La plus simple, c'est la marche. Hein. Si je descends une station plus tôt, de mon bus, de mon métro, puis je finis à pied, matin, soir. C'est 30 minutes par jour la recommandation de marche active. Et puis, il faut surtout laisser du temps à son corps pour aller utiliser les stocks. Donc, souvent, quand on demande aux gens à quelle heure vous finissez de dîner le soir, il est 21h, parfois même un peu plus. Et puis, à quelle heure vous prenez votre petit déjeuner le matin, moi, il faut que je parte à 7h15, donc je prends mon petit déj, il est 6h30. On n'a même pas 12 heures entre la fin du dîner et le petit déj. Donc, des prédiabétiques, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, ils n'ont pas le temps d'aller utiliser les stocks. Donc, la glycémie, elle reste toujours haute. Donc, si elle reste toujours haute, à un moment donné, c'est le diabète qui s'installe et ça va être d'autres stratégies thérapeutiques qu'il va falloir envisager. Donc, oui, en prédiabète, il faut absolument regarder les apports en glucides, en sucre, l'activité physique et ce qu'on appelle la régulation métabolique, c'est-à-dire le temps, le jeûne nocturne entre la fin du dîner et le temps, l'heure à laquelle je prends mon petit déjeuner. Et quand on arrive à combiner les 3 éléments de façon efficace, durable, on peut échapper à l'installation du diabète, évidemment. Du diabète de type 2, hein, bien sûr. Pour l'activité physique, donc tu es totalement juste sur le fait 30 minutes d'activité par jour dans le terme des recommandations. Donc à marche, c'est très bien. On peut juste préciser, on peut fractionner en fait. Hein. Ce n'est pas forcément 30 minutes d'affilée où je ne fais que marcher. Ça peut être très bien fractionné, par exemple, sur son trajet pour aller au travail le matin et le soir. Voilà, si effectivement les stations de métro, c'est un bon exemple, on augmente sa part de marche, ça peut très bien fonctionner. Et diabétiques, ceux qui malheureusement sont dans la phase de diabète, quand ils mesurent leur glycémie, c'est-à-dire taux de sucre dans le sang, il y a une vraie différence en fait quand ils font d'activité physique ou quand ils n'en font pas. Ils constatent que leur glycémie chute en tout cas est bien meilleure que les jours où ils ne font pas d'activité physique. À alimentation pareille. Hein, égale, oui, bien sûr, ouais, tout à fait, évidemment. Donc, bien on sûr. peut fractionner, donc ça permet dans la journée d'arriver facilement à 30 minutes. Hein. Ce n'est pas inatteignable. Oui, on n'est pas obligé de oui. faire tout en même temps. Et alors, une petite question aussi complémentaire, c'est pour ça que je la pose maintenant. Peut-on se passer du petit déjeuner justement pour laisser l'organisme puiser dans les réserves? Parce que très longtemps, on a dit qu'il fallait absolument prendre un petit déjeuner. Alors là, effectivement, par rapport à... Est-ce qu'on peut s'en passer ou pas? Voilà. Alors, il y a des recommandations générales en termes de nutrition santé. Après, il ne faut pas que ces recommandations, ce soient des dogmes. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte les personnes qu'on a en face de nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et oui, bien sûr qu'un petit déjeuner protéiné, c'est important. Ça permet de bien démarrer la journée. Ça permet de fabriquer les neuromédiateurs, la dopamine, etc. En tout cas, si je prends un petit déjeuner, c'est bien qu'il soit protéiné. Maintenant, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre de petit déjeuner.
Pourquoi? Parce qu'elles ont une espèce de barbouillé le matin, pas bien, enfin voilà. Ben, il faut respecter ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à manger s'il ne peut pas. C'est-à-dire, il faut plutôt voilà, laisser le corps faire son travail. Dans la prise en charge, peut-être qu'au début de la prise en charge, le patient ne pourra absolument pas manger le matin. Il vous dira d'ailleurs, ah ben, quand c'est le dimanche et que je ne vais pas travailler, ben, je commence à avoir faim, je mangerai bien mon petit-déj vers 10h ou 10h30. Ça veut bien dire que son organisme a dû éliminer ce qu'il devait éliminer. Et effectivement, à 10h30, la faim s'installe. Et quoi de mieux que de manger quand on a faim? Moi, je me bats contre les gens qui mangent par bah, c'est l'heure, il faut manger. Vous avez faim? Je ne sais pas, non, pas trop. Donc, pour répondre à la question, ben oui, parfois, on peut se passer du petit déjeuner. C'est pas gravissime. Non, mais je crois que là, le sens de la question, c'était est-ce qu'on peut justement en fait le faire volontairement pour que l'organisme puisse dans les réserves. Et il me semble que c'est un peu le principe des jeûnes intermittents, non? C'est pas ça le... Absolument. Ouais, ouais, Du coup, absolument. qu'est-ce que vous en pensez de ça? Après, quand on, il faut toujours s'adapter à chacun, mais sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent pourquoi on dit ça. On a dit c'est le temps entre la fin du dîner et le démarrage du petit-déj. C'est toujours mieux de manger tôt. Ce qu'on arrivait tous à faire quand on était confinés chez soi, tout le monde à table à 19h ou 19h30. Et c'était génial. On se couchait 9h30, 10h, 11h du soir, on était bien, quoi. Quand vous finissez de manger à 9h, 9h30, je vais même de toute façon 10h du soir et que vous allez vous coucher dans la foulée, je comprends que le matin, on n'est pas faim. Donc, pour répondre à la dame ou au monsieur qui pose cette question, volontairement, oui, on peut sauter le petit déjeuner, mais si on comprend la démarche, ce sera mieux d'essayer d'avancer au maximum son dîner, dans la mesure des possibilités, pour prendre quand même un petit déj voilà, dans une heure raisonnable. D'accord. Voilà, je ne sais pas si je suis complète dans la réponse. Tu parlais de la sensation de satiété tout à l'heure, Isabelle. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Il faut apprendre à écouter son corps. Et effectivement, avoir faim, c'est un coup de pompe, des gargouillis au niveau d'estomac, etc. Il faut distinguer ça des envies. J'ai envie de me faire plaisir, où là, on passe dans le grignotage. Donc ça, Ouais, absolument. c'est ça. Et pour la notion de satiété, tout à l'heure, tu parlais des aliments complets, hein, des céréales complètes, riz, pâtes, etc. Souvent, c'est... Alors, déjà, les bienfaits qu'a évoqué Isabelle hein, au niveau de la qualité nutritionnelle, mais également au niveau de cette sensation de satiété, parce qu'à plus petite quantité, on va être davantage rassasié avec des aliments ouais. qu'avec des glucides classiques blancs. Donc, c'est encore plus intéressant par rapport à ça. Ouais. Ouais, et c'est vrai que pour les diabétiques notamment, parce qu'on parlait de diabète tout à l'heure, la consommation d'aliments complets ou d'aliments qu'on appelle un index glycémique bas, là aussi, ça a des vertus extraordinaires sur les résultats des glycémies des patients. Ouais. Alors, on a une autre question. Qu'est-ce que cela provoque lorsqu'on fait cuire l'huile d'olive ou Isio 4? Qu'est-ce que cela provoque? Ouais. Alors, cuire, enfin, chauffer, parce que cuire, je sais pas, chauffer, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça brûle. D'accord? Donc, on peut faire une poêlée. Par exemple, moi, si je me fais les champignons tout à l'heure et les courgettes qui me restent dans une poêlée, je vais mettre un peu d'huile d'olive, je vais mettre à chauffer mon huile d'olive et ça va venir saisir un petit peu mes aliments. Je ne vais pas les faire cuire trop longtemps pour pas qu'ils soient trop ramollis, ils vont rester croquants, etc. Si je fais brûler mon huile d'olive parce que j'ai mis ma plaque trop fort ou mon feu trop fort, ça, c'est toxique. Pourquoi? Parce que ça va développer des composés, des PAP, des composés aromatiques polycycliques qui sont, eux, cancérigènes. Donc ça, c'est pas bon. Après, l'ISIO 4, ce qu'on disait sur les apports en équilibre en acides gras, l'ISIO 4, elle n'est pas forcément idéale dans la composition. C'est pour ça que moi, je dis, aujourd'hui, on peut tout faire avec l'huile d'olive, c'est-à-dire de l'assaisonnement où je mélangerai avec du colza à moitié-moitié, et dans ma cuisson avec de l'huile d'olive. Mais il n'y a aucun problème pour faire chauffer de l'huile d'olive. Je ne vais pas la faire brûler. Comment on sait que c'est brûlé? Si vous voyez de la fumée, ça veut dire que vous l'avez chauffé trop, et là, il faut la jeter. D'accord?
D'accord. Alors, justement, il y a une question de quelqu'un que j'ai failli vous poser, c'est comment retrouver le signal de faim quand on l'a perdu? Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui savent, voilà, qui ressentent plus la faim, en fait. Donc, Ouais, exactement. Alors ça, c'est une vraie question. Euh, Moi, j'ai par exemple des personnes qui ont fait des régimes à répétition, etc., qui sont toujours en obésité, d'accord? Et qui, quand je leur dis, ben voilà, est-ce que vous avez faim? Il n'y a pas trop de réponses très claires. Et en fait, ils ont perdu effectivement ce signal. Et il y a un exercice très simple à faire, plutôt le week-end, quand je suis à la maison. Eh ben, c'est de ne pas manger et d'attendre d'avoir les sensations physiques qui arrivent. Alors, il ne s'agit pas de s'affamer ou de tomber dans les pommes, etc. Mais le faire régulièrement, c'est-à-dire si on a sauté le petit déjeuner et puis qu'on a décalé son déjeuner, on ne le prend pas à midi, on ne le prend pas à 1 heure, on le prend à 2 heures ou à 3 heures, il n'y a rien de grave. On est à la maison, si jamais on n'est pas bien, ben d'abord on va manger, et puis c'est déjà un signe. Si déjà on n'est pas bien, ça veut dire que quand même ça commence. Et puis de le reproduire régulièrement, le dimanche, le samedi, quand on est à la maison, de décaler ses heures de repas pour, par rapport au dîner, par exemple, du soir, bah, attendre de voir à quelle heure on a faim. Et quand vous demandez aux gens, et les ados notamment, hein, qui grignotent et qui savent plus ce que c'est que la faim, c'est vraiment quelque chose de physique. C'est-à-dire, c'est la sensation vraiment là, c'est le plexus solaire, là, ça gargouille, ça fait du bruit, on a faim. L'envie de manger, comme dit Méline, c'est dans la tête. Je sens une bonne odeur. D'ailleurs, je sens la bonne odeur de ma quiche, je vais la sortir. Je sens une bonne odeur. Je sens un truc au chocolat. Je passe devant une pâtisserie. Voilà, je n'ai pas faim du tout, mais ça me donne envie de manger. D'accord? Donc, de laisser du temps sans manger, ça permet de voir comment et quand les sensations physiques réarrivent. d'accord. Après, on peut toujours s'abandonner à nos envies, hein, mais il ne faut pas que ça devienne du quotidien. On a le droit à 1 ou 2 repas craquage dans la semaine, un goûter craquage dans la semaine, mais il ne faut pas que ça rentre dans nos habitudes alimentaires. Et effectivement, après, on fait le distinguo. Très joli. Elle est Waouh! belle, hein? Ah oui, elle est pas mal. Pas que ça Oui, c'est tombe. ça. Ouais. Je crois qu'effectivement, l'idée, c'est aussi cet équilibre alimentaire. C'est pas sur un repas, mais c'est évidemment sur la semaine. Enfin, voilà, c'est Exactement. équilibré globalement. Exactement. Donc, Juste, moi, ce que j'essaye de dire aux patients, pour reprendre le mot qu'a utilisé Mine, craquage, ça me gêne un peu parce que c'est comme si c'était trop dur le reste du temps qu'on craque. Ouais. Je trouve que de la souplesse, voilà, pour pas que les gens ils restent dans le concept de la rigueur, presque la restriction, etc. Puis le craquage, c'est-à-dire là, on se lâche, junk food, je sais pas quoi. Non, c'est de laisser, ce que disait un peu Natacha, c'est de laisser voilà, de l'équilibre sur la semaine et on sait que ben voilà, de temps en temps, on peut aussi manger des choses qui font plaisir. Voilà. Mais c'est le mot craquage, j'ai toujours l'impression que il y a un lâcher les chevaux, quoi. Voilà. Peut-être que moi, je ne sais pas. alors, en fait, il est 12h38. On a encore quelques questions. Donc, la quiche est magnifique. Donc, je vous invite à nous envoyer vos photos, parce que là, j'ai très, très faim, moi aussi. Alors, Super. on a encore donc, un petit peu de questions. Est-ce nécessaire d'avoir un goûter pour des adultes? Et combien d'œufs peut-on consommer par jour si l'on ne mange pas de viande? Et après, il y a encore 3 autres questions. Alors, Le goûter, comme disait Isabelle par rapport au petit déjeuner tout à l'heure, c'est propre à chacun, hein. Pareil, c'est en fonction de ses sensations, c'est en fonction de son activité. Et là, on est avec un public de salariés. Donc, tout le monde, on va avoir face à nous des télétravailleurs qui sont sédentaires. On va avoir des gens qui vont travailler à l'extérieur avec une activité physique plus intense, forcément, hein, qu'un travailleur travaille sur écran, etc. Donc, ils n'auront pas les mêmes besoins. Pareil en fonction du sexe, hein, les hommes ont plus de besoins que les femmes, etc., etc. Et puis après, il y a des composantes personnelles. Donc, ce n'est pas obligatoire. Après, un goûter pour un adulte, ce qui est souvent pas mal, hein, c'est de manger un fruit plutôt entier, parce que plus rassasiant. Au plus on va transformer, par exemple, une pomme, hein,
vous la mixez en compote, déjà, elle sera plus hyperglycémiante. Donc, elle va plus vous apporter de sucre et moins de sensation de satiété. Et pareil, vous la réduisez encore en jus de pomme. Et là, c'est encore moins rassasiant et c'est encore plus sucré. Donc, un fruit entier. Et ce qui est intéressant, c'est les fruits secs. Vous prenez votre pomme de main, vous mettez une poignée d'amandes, de noisettes, de noix. Et ça, vous pouvez manger avec votre fruit. Donc, ça va vous rassasier, ça va vous faire tenir, ça va vous donner des sucres à la fois rapides, efficaces tout de suite. Parce que quand on travaille, le cerveau est un très grand consommateur de sucre. Donc, ça va aider pour votre concentration. Et en même temps, les fruits secs vont vous aider pour stabiliser votre glycémie jusqu'au soir. Donc, c'est intéressant nutritionnellement paré, un goûter encore une fois équilibré, mais ce n'est pas obligatoire. Dans les fruits secs, juste pour compléter, tu veux parler des amandes, des noix, des oléagineux, c'est ça? Ouais. Parce que souvent, les gens fruits secs, ils pensent raisins secs. C'est pas des fruits, enfin, c'est des fruits, mais c'est des oléagineux, quoi, voilà, qui seront protéinés et gras, qui permettent effectivement d'équilibrer au niveau de la glycémie. Moi, j'ai envie de dire que le goûter, quand on a notamment une après-midi qui est très longue, on a déjeuné rapidement à la cantine à 12h30 et on finit sa journée à 7h du soir, voire plus, bah, c'est quand même bien sympa d'avoir un petit goûter l'après-midi pour redonner un petit coup de boost pour finir la deuxième partie de l'après-midi. Et peut-être aussi dans le cas où on est en télétravail, ça évite les grignotages. Si on se dit, bon, ben voilà, à 4h30, je mange ma poignée d'oléagineux avec un fruit, tout ça, plutôt que de faire l'aller-retour au frigo exactement. Dès qu'on a un petit stress, exactement. Ouais. Alors, donc, combien d'œufs par jour si on ne mange pas de viande? Moi, je dis Moi, je dis qu'on peut manger 2 œufs par jour sans problème si on mange pas de protéines animales. Okay. Aujourd'hui, c'est déconnecté complètement des taux de cholestérol, etc. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, il y a encore des cardiologues qui disent attention, consommation d'œufs, mais ça, c'est des old style. Donc, oui, c'était les recommandations d'avant, c'était par semaine maximum et pas plus, mais c'est vrai que ça a évolué depuis peut-être 5 ou 10 ans. D'accord. Alors, on avait eu une suggestion de mettre des algues peut-être pour moins salé. Ça, c'était aussi une question. Et là, on a, que pensez-vous du xylitol pour remplacer parfois le sucre? Ouais, c'est très bien. Ouais. Le xylitol, c'est bien. Son seul petit problème, c'est que je cherche parce que j'en ai. Je fais un atelier pâtisserie avec une chef une chef pâtissière dont le mari est diabétique et qui a mis au point plein de recettes de index glycémique bas, c'est-à-dire que chacune des parts des gâteaux est l'équivalent de sucre d'un yaourt, c'est-à-dire d'un yaourt non sucré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre. Et donc, Edulco Bio, c'est la marque, mais c'est du xylitol et ça ne fait absolument pas monter la glycémie. Donc, c'est un goût sucré, mais ça ne vous impacte absolument pas votre glycémie. Le seul truc, c'est que c'est hyper cher. Ouais. Un paquet comme ça coûte 12 €. D'accord. Et rien à voir avec l'aspartame, c'est différent? C'est différent, Ouais. Mais moi, ce que je dis aux gens, voilà, moi je milite, c'est-à-dire je fais cet atelier pour que les gens comprennent l'importance, c'est-à-dire quand ils regardent une recette, d'avoir le déclic sur regarder les farines et le sucre. C'est-à-dire ce que nous a bien appris aussi cette chef, c'est que oui, il y a les quantités de sucre et oui, il y a la qualité des sucres qu'on va pouvoir mettre, mais il y a aussi les farines. Et comme ce qu'on a dit sur les féculents raffinés blancs versus complets, c'est exactement la même chose pour les farines. C'est-à-dire que si vous utilisez tout le temps une farine T45 ou T55, farine de blé pour vos gâteaux, eh ben c'est quand même hyper glycémiant. Alors qu'une farine complète, ça aura un impact sur la glycémie moindre, et que si vous mélangez les farines, c'est-à-dire blé plus sarrasin, ou blé et farine de riz, ou farine de lupin, ou farine, voilà, et bien là, vous aurez un impact sur la glycémie qui n'aura rien à voir.
Donc, voilà, c'est vraiment, oui, c'est intéressant. Et que Alors, tout ça pour dire que voilà, ce qu'on a dit sur les méfaits du sucre, il faut quand même pas que ça nous empêche aussi de faire des plaisirs, sans parler de craquage, mais de trouver le bon équilibre et d'avoir l'esprit critique, c'est-à-dire toute cette éducation nutritionnelle qu'on fait aujourd'hui en parlant et que vous faites et qu'on fait tous chacun dans nos univers, c'est pour éduquer les patients à ne pas recevoir comme argent comptant tout ce qui est proposé, que ce soit dans les magasins, pâtisseries, boulangeries ou dans les produits agroalimentaires divers et variés, quoi. non, mais, enfin, on l'a bien vu aussi, comme disait Mine, il y a sucre et sucre. Enfin, voilà, les Voilà, ouais, ingrédients ouais. varient. Le sucre est indispensable, hein, quand même, il faut quand même le rappeler. Hein, notre cerveau fonctionne, notre corps Bah aussi. oui, Tout est Et ouais. indispensable. Hein. Ouais. voilà. Après, c'est sûr que c'est oui, c'est éviter tout ce qui est transformé, tout ce qui est, enfin, voilà, tout ce qui est très sucré. ça. Ultra transformé, vous avez risque de trouver des ingrédients qui n'ont rien à faire là. Par exemple, vous achetez une conserve de macédoine, bah, vous allez trouver du sucre dedans. Donc, Ouais, ouais. que ça fait là. Ultra transformé, vous avez le risque aussi de trouver des produits et sucrés et gras et sucrés. Alors que dans la nature, on n'a jamais d'association de gras et sucré. On a Mm. toujours l'un ou l'autre. Ouais, On en Voilà, c'est pour revient. vous montrer, j'ai retrouvé mon xylitol pur. Donc le d'accord. xylitol, il est issu de l'écorce de bouleau. Donc c'est naturel. C'est pas parce qu'il a le nom Oui, bizarre c'est que vrai c'est qu'il a un nom. chimique. Voilà, Alors, xylitol. donc on a alors, évidemment, il y aura un live et un replay parce qu'on a la question. On va vous envoyer de toute façon un mail avec toutes les informations. Le chocolat. Et puis après, on nous demandait aussi si vous pouvez remontrer votre livre, Isabelle. Donc, le livre qui a gagné, je le rappelle, si vous faites le concours sur Instagram. Donc, petite question. Voilà, donc c'est Cuisine Kaizen. Alors juste le livre pour expliquer 2 minutes, c'est vous avez tout un premier volet avec des pages vertes là au début. Et les pages vertes, c'est plein d'informations sur les catégories d'aliments, justement. Catégorie par catégorie, celles qu'il faut éviter, celles qu'il faut privilégier. Et après, c'est les recettes. Et après, Ok, vous avez plus de 120 recettes avec les photos. Voilà, d'accord. cuisine Ah oui. Kaizen. Ouais. Donc, je voulais aussi rappeler aux gens, il y a sur le site Manger Bouger, hein, il y a plein de recettes équilibrées aussi, si vous voulez, et Bien plein de sûr. conseils pour l'activité physique. Hein. Nous, on l'utilise beaucoup. Donc, ça, n'hésitez pas, mais c'est pareil. De toute façon, vous aurez le lien qui est sur notre page web. Donc, dernière question peut-être sur le chocolat et les cuiseurs vapeur électriques. Le chocolat, c'est très bon. C'est très bon pour la santé, le chocolat. C'est plein de magnésium. Euh, Juste qu'il faut faire attention parce qu'il y a chocolat et chocolat. Chocolat blanc, c'est pas du chocolat. D'accord? C'est que du gras et du sucre. Chocolat noir, moi je dis aux gens, chocolat, allez-y, mais vous faites minimum 70% de chocolat. Voilà, c'est tout. De cacao. 70% de cacao. Donc, après, la quantité à manger, ben, ça peut être à la pause, hein, avec un fruit, un carré de chocolat, ça peut être avec son café. Mais là aussi, c'est comme c'est pas interdit, ben, il n'y a pas de restriction, donc on est raisonnable. Mais c'est sûr que pour la santé, c'est mieux du chocolat noir en tout cas que du chocolat au lait ou bien sûr du chocolat blanc. Voilà. Après, tous les chocolats parfumés avec des graines, avec des amandes, etc., ben, ça rajoute des calories, ça rajoute parfois du sucre, s'il y a des choses caramélisées, etc. Mais chocolat noir, c'est très bien. Et puis, un des messages quand même, c'est d'être aussi vigilant aux doses. Voilà, un carré, ça Ben va, la oui, un plaquette. carré, ça va. La plaquette, ben oui, mais le foie, le pauvre, le matin, je pense qu'on n'a pas faim. Hein. C'est comme toutes les questions de quantité. Le gras, par exemple, on en a besoin. Hein, ça constitue les membranes de nos cellules. On ne peut pas se passer totalement de gras. Il ne faut pas le diaboliser. Mais il y a la quantité. Par exemple, la quantité de gras par repas, c'est environ 10 grammes. Donc, c'est soit un petit carré de beurre qu'on a aux cantines, hein, typiquement, ou une cuillère à soupe d'huile végétale, par exemple. Donc ça, c'est la quantité qu'on doit avoir, cuisson comprise par repas. Donc voilà, c'est pas la demi-plaquette de beurre, etc. pour agrémenter les pâtes. Voilà, tout est question de quantité et d'équilibre.
Donc, on a 2 autres questions et puis on va arrêter parce que laisser Oui, les parce que gens moi, je commencer. suis obligée j'ai des consultations. Hein. Donc, cuiseur vapeur électrique, est-ce qu'il y a un livre pour l'alimentation anti-inflammatoire que vous conseilleriez? Euh, Franchement, je connais pas. Enfin, je sais pas. J'en ai pas un en tête là. D'accord. L'alimentation anti-inflammatoire. Les cuiseurs vapeur électrique, c'est très bien. Juste, le seul truc, c'est que quand c'est des grosses machines, les gens les ont pas à disposition. C'est-à-dire qu'ils disent, ah ben, faut que j'aille le chercher, il est en haut dans mon placard. Voilà. Donc, du coup, ils l'utilisent que ponctuellement. Voilà. Donc, le plus simple, c'est pour ça, c'est de l'avoir à disposition. Si le cuiseur vapeur électrique, il est sur le plan de travail et qu'il est utilisé tous les jours, parfait. Ah. C'est pour ça que je trouve que la marguerite, elle est bien parce qu'elle se range dans la casserole et on sort la casserole, on a direct chaud. Oh, bon, bah, et puis pour le livre anti-inflammatoire, on va chercher si on trouve quelque chose, on vous l'enverra par mail. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux. Merci beaucoup pour cet atelier, pour ce live bah, qui a intéressé. On a eu plein de questions. On va tous aller cuisiner et manger équilibré ce midi. Voilà. Et Super. j'espère à très bientôt pour un nouveau webinaire. Très bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, Merci au Isabelle, revoir. merci Bon Émilie. Au après-midi, au revoir. revoir, merci.